Ma sœur, l'enfant prodige de la famille, a falsifié des documents pour voler ma maison de 450 000 $. Aujourd'hui, elle a été condamnée à la prison à vie après que le FBI a trouvé ces documents planifiant mon meurtre, avec mon nom en haut de la liste. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps et votre soutien est ce qui nous fait continuer. C'est parti. Publication originale. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais je dois documenter tout ce qui se passe. En partie pour ma propre santé mentale, et en partie parce que je pense que d'autres ont besoin d'entendre cette histoire. Je m'appelle Michael. J'ai 28 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que ma sœur aînée, Jennifer, était juste occasionnellement manipulatrice et financièrement irresponsable. J'avais tort. C'est une criminelle, et je suis sur le point de m'assurer qu'elle subisse toutes les conséquences que la loi permet. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Jennifer a 30 ans, elle a toujours été l'enfant prodige de notre famille malgré une série d'entreprises ratées, de faillites, et ce que je réalise maintenant être probablement des manœuvres frauduleuses. Nos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 4 ans, nous laissant un héritage modeste qui a été partagé à parts égales. J'ai utilisé ma part pour verser un acompte sur une maison à Denver. Rien d'extraordinaire, mais une solide propriété de 3 chambres dans un quartier décent qui a bien pris de la valeur. Jennifer a dilapidé la sienne en 18 mois dans ce qu'elle appelait des investissements, mais qui n'étaient en réalité que des virées shopping et des voyages à Vegas. Cette maison a été ma fierté et ma joie. J'ai passé tous mes week-ends pendant 3 ans à la rénover, apprenant des compétences en construction sur YouTube, la transformant d'une capsule temporelle désuète des années 1970 en quelque chose de moderne et de précieux. L'estimation actuelle du marché est d'environ 450 000 $, contre les 280 000 $ que j'ai payés. Ce n'est pas seulement une propriété pour moi. C'est la manifestation physique du dernier cadeau de nos parents et de mon propre travail acharné. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre inhabituelle de ma société de prêt hypothécaire me félicitant d'avoir ajouté un copropriétaire à ma propriété. Mon sang s'est glacé. Je n'avais ajouté personne à quoi que ce soit. Je l'ai immédiatement appelé et, après 2 heures de transfert entre différents services, une représentante serviable nommée Sandra a consulté la documentation. Quelqu'un avait déposé un acte de transfert de propriété ajoutant Jennifer comme propriétaire à 50% de mon bien. La signature sur le document était la mienne, ou plutôt une très bonne contrefaçon de la mienne. Mais Jennifer a commis une erreur cruciale. Elle a daté le document d'un jour où j'étais à Portland pour une conférence professionnelle, avec des centaines de photos horodatées, des reçus de cartes de crédit et des factures d'hôtel prouvant que j'étais à 1200 miles de là. Je me suis rendu directement au cabinet de mon avocat, Thomas Brennan, que j'avais utilisé pour la succession de mes parents. Il a halli en examinant les documents. Michael, a-t-il dit, ce n'est pas seulement de la fraude. C'est du vol d'identité, de la falsification et de la fraude immobilière. Ce sont des crimes fédéraux. Ce soir-là, j'ai installé des caméras de sécurité autour de ma propriété et changé toutes les serrures. Puis, j'ai fait quelque chose que Jennifer n'attendait pas. J'ai engagé un détective privé. Ce qu'il a découvert au cours de la semaine suivante a changé tout ce que je pensais savoir sur ma sœur. Elle n'avait pas seulement essayé de voler ma maison. L'enquêteur, un ancien agent du FBI nommé Gary Coleman, a découvert que Jennifer planifiait cela depuis des mois. Elle avait dit à des gens que j'étais mentalement instable, que je lui avais verbalement promis la moitié de la maison, que nos parents voulaient qu'elle l'ait, mais que j'avais manipulé le testament. Elle avait créé tout un faux récit, allant même jusqu'à falsifier de fausses conversations par SMS entre nous qu'elle avait montrées à des amis communs. Mais c'est là que ça empire. Gary a trouvé des preuves qu'elle avait déjà fait ça. 3 de ses anciens petits amis avaient mystérieusement vu des biens ou des véhicules transférés à son nom pendant leur relation. L'un, nommé Roder, a perdu un camion de 30 000 $. Un autre, David, a vu ses collections de motos signées à son nom. Le 3e, Paul, a découvert trop tard qu'elle s'était ajoutée à l'acte de propriété de son appartement. Il a dépensé 50 000 $ en frais de justice et a mis 2 ans à la faire retirer. J'étais assis dans mon bureau, regardant le rapport de Gary, me sentant physiquement malade. Ma propre sœur m'avait regardé et n'avait vu qu'une cible, une proie, une autre victime à arnaquer. La trahison m'a blessé plus profondément que je ne peux l'exprimer.
Mais ensuite, la nausée s'est transformée en rage, et la rage s'est cristallisée en quelque chose de froid et de déterminé. J'ai rappelé Thomas. Je veux la détruire, ai-je dit. Légalement, financièrement, complètement. Je veux qu'elle subisse chaque conséquence possible. Thomas est resté silencieux un moment. Michael, es-tu sûr? C'est ta sœur. Elle a cessé d'être ma sœur au moment où elle a essayé de voler ma maison, les jeux interrompus. Je veux que le FBI soit impliqué. Je veux que chaque agence qui peut l'inculper le fasse. Je veux que ses victimes précédentes soient contactées. Je veux qu'elle comprenne qu'elle s'en est prise à la mauvaise personne. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau local du FBI de Denver avec une boîte d'archives remplie de preuves. L'agent qui a pris ma déposition, l'agent spécial Patricia Martinez, est devenu de plus en plus intéressé en examinant les documents. Monsieur Thompson, a-t-elle dit, cela semble faire partie d'un schéma de fraude inter-État. Nous allons ouvrir une enquête complète. J'ai ensuite déposé des plaintes auprès du département de police de Denver, du bureau du procureur général du Colorado, de la Federal Trade Commission et de l'IRS, car je doute qu'elle ait déclaré les actifs qu'elle a volés comme revenus. Chaque agence semblait particulièrement intéressée lorsque je mentionnais que les autres enquêtaient déjà. Jennifer, pendant ce temps, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle m'envoyait encore des messages décontractés pour qu'on aille prendre un café, prévoyant probablement de jouer la surprise quand je découvrirais qu'elle était maintenant copropriétaire de ma maison. L'audace était à couper le souffle. J'ai engagé un deuxième avocat, Elizabeth Harper, spécialisée dans les litiges civils. Pendant que les affaires pénales avançaient, nous avons préparé une action civile pour dommages et intérêts, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et fraude. Elizabeth était un requin qui sentait le sang dans l'eau. Votre sœur a commis une erreur critique, a-t-elle dit. Elle a créé une trace écrite. Tout ce qu'elle a fait est documenté. Hier, j'ai eu ma dernière réunion de préparation avec le FBI. Ils ont monté ce que l'agent Martinez appelle un dossier en béton. Ils ont trouvé 2 autres victimes dans d'autres États, ce qui en fait une affaire fédérale. Ils ont remonté la piste des documents falsifiés jusqu'à une imprimante spécifique dans un bureau FedEx où Jennifer a été filmée par des caméras de sécurité. Ils ont documenté ces recherches sur mon emploi du temps de voyage via mes publications sur les réseaux sociaux. Demain matin à 6 heures, ils l'arrêtent. J'ai aussi commencé la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive, la faire retirer de tous les documents de fiducie familiale et m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais accéder à aucune information me concernant. J'ai mis des alertes à la fraude sur tous mes comptes, installé un système de sécurité complet et engagé un avocat spécialisé en droit immobilier pour m'assurer que mon titre de propriété soit blindé à l'avenir. Certains d'entre vous pourraient penser que je suis trop dur, que la famille devrait pardonner à la famille. Mais Jennifer a regardé la maison que j'avais construite de mes propres mains, l'héritage que nos parents m'ont laissé, et a décidé qu'elle méritait de la voler. Elle a délibérément et méthodiquement planifié de me voler mon plus grand atout. Elle était prête à me laisser perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé pour qu'elle puisse continuer son style de vie parasitaire. Demain, elle apprendra que les actions ont des conséquences. Demain, elle découvrira ce qui se passe quand on essaie de voler quelqu'un qui a les ressources et la détermination de se défendre. Demain, sa vie telle qu'elle la connaît prendra fin. Je vous tiendrai au courant une fois l'arrestation effectuée. Pour l'instant, je suis assis dans ma maison. Ma maison que j'ai méritée, que j'ai améliorée, que j'ai protégée, et je ne ressens aucune culpabilité pour ce qui va arriver. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Mise à jour 1. 3 jours après l'arrestation. L'arrestation s'est déroulée exactement comme prévu. Le FBI ne plaisante pas. À 6h03, ils ont défoncé la porte de l'appartement de Jennifer avec un mandat. Je connais l'heure précise parce qu'un de ses voisins, Kevin, l'a filmé, et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux locaux. Cet agent en coupe-vent du FBI sortant des boîtes de preuves de son appartement pendant qu'elle était emmenée menottée, encore en pyjama. La comparution initiale a eu lieu hier. Je me suis assis au fond de la salle d'audience et j'ai regardé le procureur fédéral, James Sullivan, énumérer les chefs d'accusation, fraude électronique, fraude postale, vol d'identité, falsification à travers les frontières des États et complot en vue de commettre une fraude immobilière. Le juge a fixé la caution à $500 000. L'avocat commis d'office de Jennifer a ri en entendant le montant. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes.
Vous vous souvenez des victimes précédentes que j'ai mentionnées? Robert, David et Paul sont tous venus. Ils avaient été contactés par le FBI et avaient pris l'avion pour témoigner. Il s'avère que le schéma de Jennifer était encore pire que ce que nous savions. Il y avait 12 victimes au total, dans 6 États, sur une période de 8 ans. Le total combiné de ces vols dépassait 1,3 million de dollars. Paul m'a pris à part après l'audience. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait pour nous tous, a-t-il dit, la voix tremblante. J'essaie de faire en sorte que quelqu'un prenne ça au sérieux depuis 3 ans. Elle a détruit mon crédit, ma réputation, ma foi en l'humanité. Merci d'être celui qui l'a enfin arrêté. Le FBI a gelé tous les avoirs de Jennifer. Chaque compte bancaire, sa voiture, qui surprise était louée sous un faux nom d'entreprise, et même sa collection de bijoux. L'agent Martinez m'a informé qu'ils avaient trouvé 3 box de stockage remplies de produits de luxe, tous achetés avec des fonds volés. Les procédures de confiscation des avoirs prendront des mois à être réglées. Ma famille élargie n'arrête pas d'appeler. Ma tante Linda, la sœur de ma mère, m'a laissé un message vocal disant que j'étais cruelle et que je détruisais la famille. Je l'ai rappelé et lui ai calmement expliqué que Jennifer avait commis plus d'1 million de dollars de fraude. Le silence s'est fait au bout du fil. 1 million, a-t-elle murmuré. C'est exact, ai-je répondu. Et vous étiez la prochaine sur sa liste. Nous avons trouvé vos informations financières dans son appartement. Cela a mis fin à la conversation assez rapidement. L'action civile se déroule parallèlement à l'affaire pénale. Elisabeth a interrogé les associés de Jennifer, et nous avons découvert un réseau de complices et de co-conspirateurs. Sa meilleure amie, Melissa, l'a sciemment aidé à falsifier des documents. Son petit ami, Christopher, lui a fourni de fausses attestations d'emploi. Ils sont tous ajoutés comme défendeurs. Jennifer a essayé de m'appeler de prison en utilisant le droit de téléphoner d'une autre détenue. J'ai immédiatement reconnu sa voix et j'ai raccroché. Cet appel était une violation de l'ordonnance restrictive, ce qui a ajouté une autre charge à sa liste croissante. Son avocat, un défenseur public nommé Aaron Walsh, a pris contact pour demander si j'envisagerais d'abandonner les poursuites en échange de la renonciation de Jennifer à toute revendication sur la maison. J'ai demandé à Thomas de répondre en 2 mots, absolument pas. Je travaille avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes, la docteure Nancy Williams. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je ressens, ce mélange de rage, de trahison et d'étrange satisfaction, est tout à fait normal. Votre sœur s'est livrée à ce que nous appelons un comportement prédateur, a-t-elle expliqué. Elle a spécifiquement ciblé des personnes qui lui faisaient confiance. Votre réaction n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Les améliorations de sécurité de ma maison sont terminées. Caméra activée par le mouvement avec stockage sur le cloud, porte renforcée avec plusieurs peines dormants, capteurs de fenêtres et une panic room. D'accord, c'est juste un placard renforcé, mais quand même. J'ai également fait transférer le titre de propriété à une SARL pour une couche de protection supplémentaire et j'ai souscrit une assurance titre qui couvre spécifiquement la fraude. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Une femme de Denver fait face à des accusations fédérales dans une affaire de fraude d'1 million de dollars, était le titre sur Channel 9. Ils n'ont pas mentionné mon nom, mais la photo d'identité judiciaire de Jennifer était bien en évidence. Elle avait l'air hagarde, vaincue, rien à voir avec l'arnaqueuse pleine d'assurance qui était entrée dans ce bureau FedEx pour falsifier ma signature. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant. Jennifer avait pris 3 cartes de crédit à mon nom au cours de l'année écoulée, accumulant 45 000 $ de dettes. Je ne l'ai jamais su car elle faisait envoyer les relevés à une boîte postale. Ce sont les chefs d'accusation de fraude électronique numéro 4, 5 et 6. Chacun est passible de 20 ans de prison fédérale. Mon travail a été incroyablement compréhensif. Mon patron, Richard, m'a donné un congé payé pour gérer les procédures judiciaires et m'a dit, la trahison familiale est la pire qui soit. Prends tout le temps dont tu as besoin. Plusieurs collègues m'ont contacté pour me raconter leurs propres histoires d'horreur avec des membres de leur famille qui se sont révélés être des criminels. C'est plus courant qu'on ne le pense, apparemment. Le procureur fédéral a appelé hier avec une mise à jour. Ils ajoutent des accusations au titre de la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Apparemment, le schéma de fraude de Jennifer à travers plusieurs États avec de multiples complices est qualifié de crime organisé.
Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risque 40 à 60 ans de prison fédérale. Demain, je rencontre les autres victimes pour discuter d'une action civile conjointe. Ensemble, nous demandons 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Jennifer ne pourra jamais le payer, bien sûr, mais le jugement la suivra pour le reste de sa vie, garantissant qu'elle ne pourra jamais posséder de biens, avoir un compte bancaire ou mener une vie financière normale à nouveau. Certaines personnes m'ont demandé si je me sentais coupable. La réponse est non. Jennifer a pris des décisions calculées pour détruire la vie des gens pour son propre gain. C'était une prédatrice qui se trouvait partager mon ADN. La seule chose dont je me sens coupable, c'est de ne pas l'avoir vue plus tôt, de ne pas avoir protégé ses victimes précédentes en l'arrêtant plus tôt. Je ferai une autre mise à jour après l'audience préliminaire le mois prochain. Mise à jour 2. 2 mois plus tard. L'audience préliminaire a été un massacre. L'avocat de Jennifer a tenté de plaider le non-lieu pour motif de litige familial. Le juge, Harold Mitchell, a ri. Maître, a-t-il dit, j'ai devant moi 1400 pages de preuves documentant une fraude systématique dans 6 États. Ce n'est pas un litige familial. C'est une série de crimes fédéraux. Jennifer a essayé d'établir un contact visuel avec moi tout au long de l'audience. J'ai gardé les yeux sur mon téléphone, consultant des annonces de portes de sécurité. J'ai décidé de tout passer à une qualité commerciale après qu'un consultant en sécurité a examiné mon installation actuelle. C'est excessif, mais l'excès me procure la tranquillité d'esprit. Les autres victimes et moi avons formé un groupe de soutien non officiel. Nous nous réunissons tous les mercredis dans un café du centre-ville. David a amené sa nouvelle fiancée, Ashley, à la dernière réunion. Elle nous a remerciés un par un d'avoir veillé à ce que Jennifer soit traduite en justice. David ne pouvait pas avancer tant que cela n'était pas résolu, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Vous nous avez rendu notre avenir. Mais voici le plus grand développement. Jennifer a dénoncé ses complices. Faisant face à 60 ans, elle a décidé de témoigner contre Melissa et Christopher en échange d'une peine réduite. Le procureur a offert 15 ans au lieu de 60. On m'a demandé si je m'y opposais. J'ai dit, non, 15 ans, c'est encore substantiel, et cela garantit que tout le réseau soit démantelé. Melissa a été arrêtée à son travail dans une banque. Oui, une banque. Elle utilisait sa position pour recueillir des informations financières sur des cibles potentielles pour Jennifer. Le FBI a trouvé une liste de 30 victimes potentielles sur son ordinateur de travail. Christopher a été arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de fuir au Mexique. Il avait 50 000 $ en espèces cachées dans ses bagages. La vente aux enchères des biens confisqués a eu lieu la semaine dernière. Les affaires de Jennifer ont rapporté 380 000 $, qui seront distribués entre les victimes. Je reçois 92 000 $ en tant que plus grande victime unique. Je vais en donner la moitié à une association caritative qui aide les victimes de fraude et utiliser le reste pour améliorer la sécurité de ma maison à un niveau de sous-traitant militaire. Ma tante Linda a rappelé, cette fois pour s'excuser. Elle avait reçu une lettre de quelqu'un prétendant être un représentant légal lui demandant ses informations financières pour aider le cas de Jennifer. C'était une autre arnaque, probablement l'un des codétenus de Jennifer. La lettre a été retracée jusqu'au centre de détention fédéral. Chef d'accusation de fraude postale numéro 7. On m'a demandé de témoigner à l'audience de détermination de la peine. Le procureur veut que le juge comprenne l'impact personnel au-delà des pertes financières. Je travaille sur ma déclaration de victime depuis des semaines. Comment résumer la trahison de voir sa propre sœur essayer de voler sa maison? La maison est devenue ma forteresse. Je travaille de la maison maintenant. Mon entreprise a rendu cela permanent après avoir vu comment cela m'avait affecté. Chaque livraison est enregistrée. Chaque visiteur documenté. Mes voisins pensent que je suis paranoïaque. Ils n'ont pas eu leur sœur qui a essayé de leur voler leur vie. L'ancien petit ami de Jennifer, Christopher, a conclu un accord de plaidoyer et a révélé quelque chose de troublant. Ils avaient prévu de me forcer à quitter la maison une fois que Jennifer serait sur l'acte de propriété. Le plan était de prétendre que j'étais violent, d'obtenir une ordonnance restrictive contre moi et de me faire interdire légalement l'accès à ma propre propriété. Il l'avait déjà fait à quelqu'un en Arizona. Cette personne, Brian, fait maintenant partie de notre groupe de victimes. Le FBI a transmis le dossier à l'IRS.
Jennifer n'a jamais déclaré aucun de ses actifs volés comme revenus. C'est environ 400 000 $ d'évasion fiscale sur 8 ans. L'IRS ne plaisante pas. Ils ajoutent leurs propres accusations et pénalités qui la suivront même après la prison. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, Catherine, que j'ai rencontré à un salon professionnel de la sécurité. Oui, j'assiste à ce genre d'événement maintenant. C'est une ancienne policière militaire qui dirige une entreprise de sécurité personnelle. Quand je lui ai raconté mon histoire à notre 3e rendez-vous, elle n'a pas bronché. La famille peut être la menace la plus dangereuse, a-t-elle dit, parce qu'on ne la voit jamais venir. Elle m'a aidé à concevoir ce qu'elle appelle une sécurité à plusieurs niveaux pour ma propriété. Le procès pénal est prévu pour le mois prochain. Le procureur est confiant. Il a l'aveu enregistré de Jennifer, le témoignage des complices, des preuves documentaires et 12 victimes prêtes à témoigner. L'avocat de Jennifer a laissé entendre une défense pour aliénation mentale, affirmant qu'elle a un trouble de la personnalité. Le psychiatre de l'accusation l'a évaluée et l'a trouvée complètement saine d'esprit, juste et cupide. Ma thérapeute, la Dr. Williams, m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Je ne suis pas responsable des choix de Jennifer, mais je suis responsable de me protéger et de protéger les autres d'elle. C'est ça, la justice. Pas la vengeance, mais la protection de la société contre les prédateurs. L'autre révélation est venue en examinant de vieilles photos de famille pour l'accusation. Sur chaque photo de notre enfance, Jennifer me prend quelque chose. Un jouet, de la nourriture, de l'attention. Nos parents trouvaient toujours des excuses. Elle est juste affirmée ou elle sait ce qu'elle veut. Ils ont encouragé un monstre sans s'en rendre compte. J'ai légalement changé toutes mes informations personnelles. Nouveau numéro de sécurité sociale. Saviez-vous que vous pouvez faire ça en cas de vol d'identité grave? Nouveau numéro de permis de conduire. Tout est nouveau. Jennifer ne pourra plus jamais accéder à quoi que ce soit me concernant. Cela a coûté 10 000 $ en frais juridiques, mais ça vaut le coup pour la tranquillité d'esprit. La prochaine mise à jour sera après le procès. Pour l'instant, je me concentre sur la guérison, la sécurisation de mon avenir et l'aide aux autres victimes pour qu'elles trouvent leur propre justice. Mise à jour finale. 4 mois plus tard. Le procès a duré 2 semaines. Jennifer a témoigné pour sa propre défense contre l'avis de son avocat. Ce fut un désastre. Elle a prétendu que je lui avais promis la maison, que nos parents voulaient qu'elle l'ait, qu'elle avait droit à une compensation en tant que sœur aînée. Le procureur, James Sullivan, a systématiquement détruit chaque affirmation avec des documents, des enregistrements et des témoignages. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable des 23 chefs d'accusation fédéraux. L'audience de détermination de la peine a eu lieu hier. J'ai lu ma déclaration de victime, la voix stable malgré mes mains tremblantes. J'ai parlé de confiance, de famille, de la maison qui représentait le dernier cadeau de nos parents. Jennifer a essayé de m'interrompre 2 fois. Le juge a menacé de la faire bâillonner. Les autres victimes ont aussi parlé. Robert a parlé de la perte de son entreprise parce qu'il ne pouvait pas livrer de marchandises sans son camion. David a décrit des années de thérapie après la trahison de Jennifer. Paul a montré des photos de l'appartement qu'il a perdu, où sa mère handicapée avait vécu avec lui. À la fin, plusieurs membres du jury pleuraient. La déclaration de Jennifer était sans remords. Elle a affirmé qu'elle était la vraie victime, que la société l'avait laissée tomber, que nous conspirions tous contre elle. C'était le narcissisme dont la Dr. Williams m'avait averti, l'incapacité totale d'accepter la responsabilité. La sentence du juge Mitchell a été dure mais juste. 18 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle, restitution de 1,3 million de $ à payer aux victimes, probation surveillée à vie à sa libération. Elle ne pourra jamais travailler dans la finance, l'immobilier ou toute fonction fiduciaire. Elle ne peut contacter aucune victime directement ou indirectement, à vie. Quand la sentence a été lue, Jennifer s'est effondrée. Alors que les huissiers l'aidaient à se relever, elle m'a crié, « Tu as détruit ma vie ». Le juge a répondu avant que je ne puisse le faire, « Non, mademoiselle Thompson, vous avez détruit votre propre vie. Votre frère vous a simplement tenu pour responsable. » Melissa a reçu 8 ans pour son rôle de complice. Christopher a eu 10 ans plus l'expulsion. Il s'est avéré qu'il était ici avec un visa expiré. Le réseau est complètement démantelé.
Ma maison est maintenant une forteresse qui rendrait Fort Knox jaloux. Catherine m'a aidé à installer des serrures biométriques sur toutes les entrées, des caméras infrarouges avec détection de menaces ARIA, une chambre forte avec des systèmes de communication indépendants, un stockage de documents de qualité juridique pour tous les registres de propriété, une police d'assurance contre le vol d'identité de 2 millions de dollars. Le titre de propriété est maintenant détenu dans une fiducie irrévocable avec de multiples exigences d'authentification pour toute modification. Il faudrait une ordonnance du tribunal et 3 cabinets d'avocats distincts pour modifier la propriété. J'ai également payé d'avance les impôts fonciers pour les 5 prochaines années afin d'éviter tout défaut technique que Jennifer aurait pu exploiter. Le groupe de victimes a évolué en une organisation à but non lucratif officiel, la Fondation Phoenix, pour les victimes de fraude renaissant de leurs cendres. Nous fournissons des ressources, des références juridiques et un soutien émotionnel aux personnes dont les familles les ont trahis financièrement. Nous avons aidé 43 personnes en seulement 2 mois. Catherine et moi avons emménagé ensemble le mois dernier. Elle a amené ses 2 bergers allemands, Zeus et Athéna, des chiens de protection entraînés. Entre eux et le système de sécurité, je dors enfin toute la nuit. Elle m'apprend le Krav Maga juste au cas où, dit-elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Elle comprend que certaines blessures nécessitent une vigilance constante. Ma tante Linda est devenue une alliée inattendue. Elle a témoigné auprès d'autres membres de la famille des tentatives de Jennifer pour l'arnaquer, mettant fin au récit de la pauvre Jennifer. La famille a largement accepté que Jennifer est exactement là où elle doit être. J'ai reçu une lettre de Jennifer la semaine dernière, transmise à son avocat pour se conformer à une ordonnance de non-contact. C'était une seule ligne, « Je ne te pardonnerai jamais ». Je l'ai encadrée et accrochée dans mon bureau comme un rappel. Le pardon d'un prédateur n'est ni nécessaire ni souhaité. La reprise financière a été meilleure que prévu. L'assurance a versé 200 000 $ pour les dommages liés au vol d'identité. Le procès civil a abouti à un jugement de 3 millions de dollars contre Jennifer, Melissa et Christopher. Bien que je ne verrai probablement jamais la majeure partie de cette somme, cela garantit qu'ils ne pourront plus jamais accumuler de richesses. Chaque dollar qu'ils gagneront au-dessus du seuil de subsistance reviendra aux victimes. La valeur de la maison a augmenté pour atteindre 510 000 $, en partie grâce aux améliorations de sécurité, mais surtout grâce au développement du quartier. J'ai créé une bourse au nom de mes parents dans leur alma mater. Quelque chose de positif issu de toute cette obscurité. La docteure Williams dit que je vais remarquablement bien. L'hypervigilance est normale et s'estompera avec le temps. Les problèmes de confiance ne se résoudront peut-être jamais complètement, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Certaines leçons, dit-elle, valent la peine d'être conservées. Avec le recul, les signes étaient toujours là. Le sentiment de Jennifer que tout lui était dû, sa manipulation, sa relation désinvolte avec la vérité. Mais on trouve tellement d'excuses quand il s'agit de la famille. On trouve des excuses, on ignore les signaux d'alarme, on tolère des comportements qu'on ne tolérerait jamais de la part d'étrangers. Plus jamais. Ma maison est sécurisée. Mon avenir est protégé. Jennifer fait face à des décennies dans une prison fédérale. Les autres victimes ont obtenu justice et peuvent tourner la page. Les complices sont derrière les barreaux. Le système a fonctionné parce que je l'ai fait fonctionner. Parce que j'ai refusé d'être une victime. Parce que je me suis battue avec tous les outils juridiques disponibles. À ceux qui lisent ceci et qui pourraient être confrontés à des situations similaires, documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Ne laissez pas la famille être une excuse pour un comportement criminel. Et souvenez-vous, quelqu'un qui vous volerait, qui détruirait votre vie pour son propre gain, n'est pas de la famille. C'est un prédateur qui se trouve partager votre ADN. Je m'appelle Michael. J'ai 29 ans maintenant. Je suis propriétaire de ma maison sans dette. Je construis une vie avec quelqu'un qui comprend que la sécurité n'est pas de la paranoïa quand on a été traqué. Et je n'ai absolument aucun regret d'avoir détruit la vie de ma sœur pour protéger la mienne. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Justice a été rendue. Épilogue. 6 mois plus tard. J'ajoute cette note finale parce que quelque chose de remarquable s'est produit qui apporte une véritable conclusion à cette histoire. Le FBI m'a contacté la semaine dernière. Ils ont découvert des preuves que Jennifer planifiait quelque chose de bien pire que le vol de propriété. Dans son box de stockage,
ils ont trouvé des plans détaillés pour souscrire des polices d'assurance vie à mon nom et à celui de plusieurs autres victimes. Les plans incluaient des méthodes pour faire passer les morts pour des accidents. Elle avait tout recherché, de la coupe des conduites de frein aux poisons intraçables. Elle avait même contacté un site du dark web pour engager quelqu'un, bien que, heureusement, elle n'ait jamais donné suite. Cette découverte a ajouté des accusations de complot en vue de commettre un meurtre, faisant passer sa peine potentielle de 18 ans à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur a qualifié cela de l'un des schémas d'escalade les plus glaçants qu'il ait vus en 20 ans. Quand j'ai appris cela, je me suis assis dans ma maison sécurisée, Catherine à mes côtés, nos chiens en alerte à nos pieds, et j'ai réalisé quelque chose de profond. En l'arrêtant quand je l'ai fait, j'ai probablement sauvé ma propre vie et peut-être d'autres. Il ne s'agissait pas seulement de propriété ou d'argent. Jennifer était une prédatrice qui évoluait vers quelque chose de plus mortel. Les autres victimes ont été informées. Nous nous sommes réunis la semaine dernière, tous les 12, et l'ambiance était sombre, mais reconnaissante. Nous n'avions pas seulement arrêté une voleuse, nous avions arrêté une tueuse potentielle. Ma maison n'est plus seulement sécurisée maintenant. C'est un symbole de survie. Chaque caméra, chaque serrure, chaque protection légale représente une frontière que Jennifer ne pourra plus jamais franchir. Catherine et moi nous marions le mois prochain, une petite cérémonie avec seulement des amis proches et les membres de la famille qui m'ont soutenu. La Fondation Phoenix a aidé 127 victimes de fraude et ce n'est pas fini. Nous nous sommes associés au FBI pour créer un système d'alerte précoce pour les schémas de fraude familiale. 3 prédateurs potentiels du style de Jennifer ont déjà été arrêtés grâce à notre travail. Je me réveille encore parfois à 3 heures du matin pour vérifier les moniteurs de sécurité. Catherine ne me juge pas. Elle les vérifie avec moi. La vigilance, dit-elle, est le prix de la sécurité. Nous prévoyons d'acheter la maison voisine et d'agrandir notre sanctuaire. Les voisins qui me prenaient autrefois pour un paranoïaque me demandent maintenant des conseils en matière de sécurité. Jennifer mourra en prison. Ce n'est pas une hyperbole ou un vœu pieux. C'est un fait juridique. Les accusations de complot en vue de commettre un meurtre garantissent qu'elle ne sortira jamais libre. Elle a échangé ma maison contre une cellule de 2 mètres sur 2,5, ma confiance contre une incarcération à vie, mon amour contre des conséquences perpétuelles. Certains pourraient dire que j'ai gagné. Je ne le vois pas de cette façon. Il n'y a pas de gagnant quand la famille devient prédateur et proie. Il n'y a que des survivants. J'ai survécu. Les autres victimes ont survécu. Et parce que nous nous sommes serrés les coudes, avons combattu ensemble et avons refusé de nous taire, de futures victimes survivront aussi. Je m'appelle Michael. J'ai 29 ans. Je suis propriétaire de ma maison. Je vais me marier. J'aide les victimes de fraude à obtenir justice. Et je dors profondément en sachant que la sœur qui a essayé de me détruire est maintenant l'architecte de sa propre cage permanente. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Et c'est suffisant.